Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la saison 2 de The Mandalorian, disponible sur Disney+. Si vous avez toujours pas vu la série et qu'il vous reste quelques épisodes à voir, je vous conseille de quitter cette vidéo. Étant donné que je vais spoiler beaucoup d'éléments de l'intrigue et beaucoup de choses qui se passent en fin de saison et qui pourraient être très intéressantes. Et puis, très alléchantes pour vous spectateurs. Mais sinon, si tu es là pour avoir un avis, etc., tu peux retrouver une mini critique sans spoil sur mon compte Instagram, le lien est en description. Et d'ailleurs, avant de regarder cette vidéo, si tu veux et si tu ne l'as toujours pas vue, j'ai sorti une vidéo critique avant le début du premier épisode de The Mandalorian, des théories qui me parlaient de la saison 2, et pour quelques-unes qui se sont révélées un petit peu vraies. Donc, je vais un petit peu m'appuyer sur ce que j'avais pu penser auparavant, sur ce qui composait en fait mes attentes pour construire un petit peu cette vidéo critique. Maintenant que vous êtes prévenus, je vais pouvoir commencer à faire ma vidéo critique. Dans un premier temps, je vais vous dire mon avis général sur cette saison, puis je vous reviendrai un petit peu en détail sur ce qui a bien pu se passer, etc. et ce que j'ai pu ressentir quand j'ai vu le visionnage. Je reviendrai un petit peu sur chaque épisode, et puis en fin de vidéo, je vous laisserai aller voir ma vidéo théorie sur la saison 3 qui va sortir en parallèle de cette vidéo. Mon avis général sur la saison. Pour rien vous cacher, j'ai préféré cette saison à la première. Parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil par rapport par exemple à The Clone Wars ou encore à Rebels, qui sont deux séries animées que je vous conseille. Si vous avez toujours pas vu, foncez. Clairement, c'est pas parce que c'est de l'animation que c'est forcément pour enfants. D'accord? Parce qu'on a des enjeux politiques, etc. On est vraiment dans l'univers Star Wars à travers ces deux séries. Et c'est plutôt cool de retrouver des personnages tirés de ces séries dans la série The Mandalorian. Alors, donc oui, j'ai préféré cette saison. D'une, pour le retour de certains personnages, qui sont issus donc des deux séries que je vous ai citées. Mais aussi parce que il y a une ambiance. Il y a une musique, il y a plus d'émotions, je trouve, que dans la première saison. Et surtout, il va y avoir un enjeu de taille dans cette saison, c'est que Baby Yoda, donc la figure un petit peu de cette série, eh bien, il est un petit peu plus personnifié. Et j'ai trouvé ça super attachant et super touchant. Et voilà, c'est un des points forts de cette saison en tout cas. Pour le reste, des épisodes qui sont très rythmés, on reste que dans ce qui était fait dans la première saison. La musique extraordinaire, là il y a franchement le thème principal est repris plusieurs fois, mais joué différemment avec d'autres instruments. Tous les épisodes s'enchaînent, mais sont différents. Puis il va y avoir deux parties dans cette série que je vais vous revenir un petit peu quand je vous parlerai des épisodes. Donc bref, voilà ce qui dégage de cette saison, et j'oublie certainement des choses là comme ça. Donc oui, la saison 2, je la trouve bien plus sympa, bien plus rythmée. Euh, Même s'il y a des choses qui sont un petit peu moins bien, sur lesquelles j'attendais les personnages comme Moff Gideon un petit peu dans un autre rôle, par rapport à ce que j'avais pu penser avec ma vidéo théorie notamment. Et il y a des choses qui étaient assez prévisibles, on va dire. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette saison, c'est l'univers, c'est les décors. Franchement, il y a beaucoup d'épisodes qui sont très différents de la première saison et qui nous emmènent dans des planètes inconnues encore et avec un nouveau style en fait. Et c'est très très joli, c'est propre et puis ça amène un petit vent de nouveauté à la série et puis à l'univers Star Wars en général. Pour ces décors-là, je vais retenir un peu plus l'épisode 3, le 5 et le 6 qui sont vraiment tout nouveaux. La réalisation surtout y fait, parce que on va avoir des épisodes un petit peu plus colorés. Enfin, l'épisode 3 va être en pleine mer par exemple. Donc on va avoir le thème d'eau, ça va être une image plutôt bleue. Alors que l'épisode 5, dans une forêt, c'est une image un peu verte, pas mal de fumée, avec un petit esprit samouraï. Ça, je reviendrai un petit peu plus par la suite. Maintenant que vous avez mon avis global sur la série, on va rentrer un petit peu plus dans le spoil et on va parler de chaque épisode, entre guillemets, puis ce que j'en ai pensé pour chaque. Alors, le premier épisode de la saison, ou le chapitre 9, on retourne sur Tatooine, mais cette fois-ci on va explorer une autre partie de la planète qu'on n'a toujours pas vue,
qui est censé être rayé des cartes de Tatooine, etc. Jinjarin se retrouve à aller sur cette planète car il a entendu hier qu'il y avait encore des Mandalorians et il les cherche pour bébé Yoda. Alors, quand il va tomber dans la petite ville, il va se rendre compte qu'en fait, c'est le shérif qui va porter l'armure mandalorienne, mais ce n'est pas un Mandalorian. Il a récupéré l'armure avec les Jawa, et puis il s'en est servi parce que il l'a utilisé pour libérer sa ville des forces impériales, je crois, contre pour les bombes ou un gisement qu'il y a entre guillemets à Tatooine. Et puis ils sont attaqués du coup, la ville elle est traversée à chaque fois par un dragon. Alors le dragon, c'est pas le dragon que vous imaginez, c'est une espèce qui vit sur Tatooine et peut-être sur d'autres planètes qui aurait mangé un sarlac. Et puis voilà, c'est pour vous dire un petit peu la grosseur de l'animal. Donc il se déplace sous la terre et puis quand il passe, il va provoquer des dégâts. Donc le dragon, il vient dans la ville pour manger le bétail. Donc forcément, les habitants sont pas contents et ils vont demander de l'aide à Mando, qui va aller voir les hommes des sables et puis avoir une coopération entre les hommes et les hommes des sables. Donc après, c'est très résumé. Je vous laisserai aller voir l'épisode si vous voulez le voir. Enfin bref, donc Mando arrive à tuer le dragon, etc. Tout va bien et récupère l'armure. L'armure qui s'avère être celle donc du légendaire Boba Fett. Boba Fett qu'on retrouvera à la fin de l'épisode, sur sa dune de sable. Donc un petit clin d'œil à la fin de ce premier épisode, plutôt sympa. Et alors, ce premier épisode, on va rien savoir de plus dans l'intrigue, ça n'avance pas. Mais par contre, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, ça reste dans les épisodes comme ça contemplatifs de la première saison. Et puis, ouais, ça donne des petites aventures. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans un Mandalorian, c'est ces petites histoires qui sont un petit peu euh, indépendantes de chaque en fait, et qui sont quand même reliées par une petite trame principale autour du bébé. Mais du coup, en premier épisode, voilà, ça rentrait un petit peu, ça nous faisait revenir un petit peu dans l'univers de The Mandalorian. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Le deuxième épisode, du coup, Mando n'a pas trouvé son Mandalorian. Du coup, à la fin du premier épisode, il y a une dame qui doit rencontrer dans la première saison, donc qui lui dit, eh bien, je connais quelqu'un qui connaît par son mari, des Mandalorians, etc. Donc c'est la dame Crapaud, hein. Et du coup, elle, Mando va être chargé de l'amener sur une planète pour qu'elle aille faire féconder ses œufs par son mari, qui lui est rendu sur la planète où il y aurait les Mandalorians. Et du coup, pendant ce deuxième épisode, donc Mando l'emmène. Ils ont un souci avec, c'est pas les rebelles, c'est du coup avec des X-wing avec la Nouvelle République. Et ils sont amenés à s'échouer sur une planète de glace. Alors ici, plein de références, notamment à Alien, à Aragorn dans Harry Potter. Donc vous savez la grande araignée là. Parce qu'en gros, ils vont tomber donc dans un truc de glace, dans un trou, etc. Faut qu'ils réparent le vaisseau pour repartir, sauf que ça va prendre plus de temps que prévu. Donc à un moment, la dame crapaud, elle s'en va pour mettre ses œufs dans un bain chaud qu'ils vont retrouver comme ça par hasard à côté. Et là, on va avoir une pièce avec plein d'œufs. Du coup, elle a Alien. Et là, pouf, l'œuf il est clos. Exactement non, mais quasiment comme Alien. Et puis, il y a une araignée qui sort. Et là, t'as la grosse araignée qui arrive. Donc là, c'est référence Harry Potter. Et du coup, les trois personnages qui courent, parce que ils se font poursuivre par les araignées et tout ça. Tout se passe bien. À la fin, il y a les deux X-Wing de début qui arrivent. Et puis, qui remettent tout en ordre. Et ils ont su, je crois, par un intermédiaire qui c'était. Du coup, qui était Mando, entre guillemets. Donc, qui était la personne qu'ils ont voulu arrêter. Du coup, voilà, l'épisode finit là-dessus. Mando repart avec son vaisseau un petit peu tout délabré vers du coup la planète où se trouve le mari de la Dame Crapaud. Ce deuxième épisode, voilà, dans l'image du premier, on continue toujours à avancer dans les histoires principales, mais un tout petit peu, ça avance pas des masses. Et on a toujours encore une nouvelle histoire indépendante
une nouvelle péripétie qui arrive au Mandalorian. J'ai bien aimé les petites références cinématographiques. Après, l'épisode en soi est pas incroyable. Je veux dire, par rapport au premier, euh, celui-là fait peut-être un peu trop indépendant par rapport à l'histoire principale. Voilà, ça aurait pu être plus intéressant d'arriver tout de suite, de le squeezer celui-là et puis d'arriver directement après. Euh, Sinon, voilà, rien de plus sur cet épisode, vraiment pas forcément incroyable. Le premier était beaucoup plus sensationnel, je trouve. Donc on va passer au troisième épisode, le troisième épisode où les choses commencent à devenir sérieuses. Din Djarin, donc le Mandalorian, il arrive sur la planète, il fait que donc la femme et le mari se retrouvent, et puis on va retrouver donc l'homme crapaud qui va dire qu'il y a des Mandalorians sur la planète. Mando va ensuite arriver dans un bar, demander de l'aide pour trouver des Mandalorians, et puis il y a un mec qui va lui dire ouais moi je sais je peux t'aider, mais qui va se retrouver être un piège. Ils vont enfermer l'enfant dans une cage, et puis Mando va plonger dedans pour libérer l'enfant du poulpe. Je sais pas trop quelle espèce c'est, mais enfin bref. Et qui c'est qui va arriver? Trois Mandalorians de la famille Kryze. Alors, du coup, ces trois Mandalorians de la famille Kryze s'avèrent être du coup Bo-Katan et deux de ses acolytes qui vont donc tuer l'espèce, enfin les marins qui avaient aidé Mandalore, enfin qui avaient supposé dire ouais on sait où il se trouve, et ils vont libérer Mandalorian et l'enfant. À partir de là, Bo-Katan du coup elle a libéré Mando, elle va lui demander un petit service, en gros pour lui révéler où se trouve un Jedi, parce que Mando il cherche un Jedi finalement pour en savoir plus sur les pouvoirs de Baby Yoda, et puis qu'ils le prennent en fait sous son aile finalement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien, ils vont s'attaquer à un vaisseau, ils vont récupérer les armes, Bo-Katan va dire sur quelle planète se trouve le Jedi, et on est quasiment à la fin de l'épisode. Alors, si vous avez vu la vidéo de théorie, et c'est là où j'étais plutôt content de moi, je savais que de toute façon Bo-Katan était au casting, et qu'on allait sûrement la voir dans les débuts des épisodes. Et j'avais pu dire qu'en fait on la retrouverait parce qu'elle serait donc à la recherche du sabre noir, et c'est exactement ce qui se passe. Elle est sur la piste du sabre noir, et du coup de Monsieur Moff Gideon. Bon, même si finalement dans la saison on se rend compte que c'est pas si important que ça en fait de retrouver Gideon et le sabre noir. Bon, il y a plein de raccourcis scénaristiques, de petites incohérences qui se retrouvent dans la série. Voilà, c'était présent déjà dans la saison 1, ce sera encore présent dans cette saison 2. Et c'est pas si dérangeant que ça. Mais bon, dans l'idée, voilà, j'étais content de voir que ça se réalisait enfin. Même si je pensais plus que c'est Bo-Katan qui allait venir voir Mando plutôt que Mando qui allait venir voir Bo-Katan. Mais bon, c'était cool. Et puis quand je l'ai vu, franchement, il y a ce petit truc qui est là, tu te dis, oh, un personnage que j'aime bien, que je le vois, enfin adapté. Alors, comment j'ai trouvé cet épisode 3? Les choses avancent enfin, d'accord? On n'est plus sur une histoire indépendante comme les deux premiers épisodes. Là, on arrive vraiment dans du concret. Mando a trouvé ce qu'il cherchait, il cherchait des Mandalorians, qui se sont révélés être Bo-Katan, qui était cool, et du coup, maintenant, il sait. Il sait qui il doit aller voir, il sait quel Jedi il faut aller voir. Et c'est la première fois qu'on entend parler de Ahsoka Tano. En tout cas, et ça aussi, quand on entend ce nom-là, quand tu as vu The Clone Wars et puis Rebels, c'est que des clins d'œil, tu te dis, ouais, enfin on va la voir, quoi. Voilà, du coup un épisode 3 très surprenant je trouvais, et puis plutôt cool. Moi en fait finalement, vu les deux premiers épisodes, je m'attendais à un troisième épisode totalement indépendant, où l'histoire principale allait pas avancer. Et j'étais un peu surpris de ce côté-là. Ensuite, on va passer à l'épisode 4. Donc l'épisode 4, je l'ai pas trouvé incroyable. On se retrouve encore dans un épisode indépendant. Il y a des scènes de combat assez sympathiques, mais ça avance pas. Du coup, on n'a pas trouvé le Jedi que Mando cherchait. Et pour cet épisode, donc, ce qui est sympa aussi, c'est que Mando va refaire équipe avec les deux personnes à qui il était conseillé par rapport au Moff Gideon dans les épisodes 7 et 8 à la fin de la première saison. Il est sympa parce que voilà, il y a de l'action. Il y a beaucoup d'action dans cet épisode, mais sinon il est pas incroyable.
Donc on va passer en épisode 5, et l'épisode qui est pour moi le meilleur, je pense, de la saison et même de la série. Il sera un peu en concurrence avec l'épisode 16, enfin l'épisode 8 de la saison. C'est l'épisode que je trouve qui est le plus important, qui est le mieux, comme je disais. Mais pour moi, il y aura un avant et un après cet épisode. Et clairement, c'est ce qui se passe dans la série, même si je pensais plus à un vrai après que ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode? Eh bien, moi déjà, je pensais que Ahsoka Tano, on allait la voir qu'en fin de saison. Parce que pour moi, il l'avait teasé en mode venez voir Mandalorian pour voir Ahsoka Tano, mais mon stratégie Disney, il la mettait pas dès en avant au milieu de la saison, quoi. Donc je me suis trompé. Donc on va voir Ahsoka Tano, donc qui va être aux portes d'un dojo, d'une muraille, avec un épisode très stylisé samouraï qui fait beaucoup de références d'ailleurs à ce style de film, comme les films Touch of Them ou les films de Kurosawa par exemple. Et il y a un univers visuel aussi qui se dégage de cet épisode et qui m'a totalement conquis. C'est brumeux, il y a des touches de vert un petit peu, et l'action est folle dans ce film-là. C'était un épisode que je trouvais le mieux réalisé, le plus beau visuellement de cette saison, je trouve. Et il a été réalisé par Dave Filoni. Alors Dave Filoni, si vous savez pas qui c'est le réalisateur de The Clone Wars et The Rebels. Donc comment vous dire que le mec, il arrive, il introduit un petit personnage plutôt sympathique, et un des meilleurs personnages de l'univers Star Wars, je trouve, qui est Ahsoka Tano, et dans un super épisode, super bien réalisé, avec une super belle colorimétrie. Franchement, rien à dire à cet épisode, il est vraiment génial. Les styles musicaux, c'est pareil, ils ont une petite touche un peu à la sauce japonaise, samouraï, entre guillemets. Et ce qui rend quelque chose de vraiment dingue. Et cet épisode, il est très important pour beaucoup de choses. C'est pour ça que je pensais qu'il allait y avoir un avant et un après. Déjà d'une, on découvre le prénom de Baby Yoda. Et oui, alors je vous remets dans le petit extrait de ma vidéo théorie. Et je pense très sincèrement qu'on découvrira même son nom lors d'une rencontre très probablement en fin de saison. Donc, la rencontre avec Ahsoka, pour moi, c'était sûr et certain qu'on allait découvrir que le bébé Yoda avait un prénom et qui s'appelait... Bon, je savais pas à l'époque, hein, voilà. Mais la série nous révèle qu'il s'appelle Grogu. Bon, vous aurez peut-être un peu de mal à vous y faire avec ce prénom. Je pense que bébé Yoda va beaucoup rester dans les discours, etc. Mais du coup, à partir de ce moment-là, voilà, Baby Yoda s'appelle Grogu. Élément très important, forcément. Mais on va avoir aussi beaucoup d'autres éléments qui vont être importants. C'est aussi dans cet épisode que Mando va récupérer une lance. Une lance faite de la même matière que son armure et qui va être très importante pour la suite de la saison. Et ça, je vous en reparlerai dans l'épisode 8. Un très bon épisode aussi. Enfin bref, à la fin de l'épisode, du coup, Asuka, c'est elle, je crois, qui bat donc la meuf qui était au pouvoir dans ce temple et qui va demander des informations sur le général Thrawn. Alors, si vous savez pas qui c'est Thrawn, c'est un personnage de la série Rebels. C'est un des méchants. Donc c'est un général de l'Empire. Et bah, ça tease clairement, alors soit un retour d'Ahsoka dans une future saison 3, ou avec un général Thrawn aussi, dans la saison 3, Mando va combattre, ou alors ça tease complètement l'intrigue de la série centrée sur Ahsoka Tano. Deux options possibles. Il y en a une première, j'y reviendrai en théorie, donc dans la vidéo théorie de la saison 3. Que vous pourrez voir juste après cette vidéo critique, hein, je rappelle. Enfin bref. Super épisode, voilà, je l'ai dit, je pense que vous avez compris en quoi je le kiffe cet épisode. Bon, déjà, Ahsoka Tano, tout simplement. C'est tellement kiffant de la revoir. Et surtout de la voir en prise de vue réelle, ça fait quelque chose. Après, si je peux y mettre un tout petit souci, c'est la longueur de ces... Alors t'as les cornes et puis t'as un truc qui va en dessous. Bah même les cornes elles sont petites je trouve. Parce que je trouve que le style qu'ils ont donné à Sokka, c'est plus celui qu'on voit dans Clone Wars plutôt que dans Rebels, alors que la série The Mandalorian se passe après Rebels. Donc un petit
Voilà. Un petit défaut, je trouve, de ce côté-là, dans le costume, mais bon, ça restait quand même très fidèle au personnage, et c'était plutôt cool de voir ça. Et puis Rosario Dawson, elle était faite pour jouer Sokatano, en fait, physiquement, c'est génial. Voilà, du coup, après cet épisode, que de mieux de se dire, waouh, ça va changer. The Mandalorian, ça va être une toute nouvelle série. Eh bien, oui et non. Il y a beaucoup de choses qui vont changer après cet épisode, très clairement. Et du coup, on va arriver donc à un épisode 6 où Ahsoka donc ne veut pas entraîner Grogu et du coup lui dit bah par contre voilà, il peut se recueillir auprès d'un hôtel où il peut y avoir d'autres Jedi qui lui viennent en aide. Mais Ahsoka pouvait pas parce que en gros le lien entre Grogu et puis Mando était trop fort. En gros, Grogu avait beaucoup de chances de passer du côté obscur, entre guillemets. Si vous vous rappelez Anakin qui aimait Padmé, un lien fort entre les deux, paf, je passe du côté obscur. Ensuite, on va voir donc cet épisode 6 où Grogu va aller se recueillir sur une pierre, sur un hôtel, sur un ancien temple Jedi, et puis personne ne va venir. Par contre, on va avoir le retour d'un petit personnage qu'on a vu au tout début de la série. Si vous vous rappelez bien de ce que je vous ai dit, eh bien on va retrouver Monsieur Boba Fett. Mais plus sérieusement, donc lui il va chercher à récupérer son armure. Du coup ensuite dans l'épisode, donc il va y avoir une petite aventure et puis Boba Fett va récupérer son armure à la fin. Et en gros, Baby Yoda ensuite se fait enlever par les Dark Troopers. Donc c'est des nouveaux Stormtroopers. On apprendra ce que c'est à la fin de l'épisode 8. Donc ils vont enlever Baby Yoda. Et puis en fait, voilà, Baby Yoda va être enlevé à Mando finalement. Dans cet épisode 6, de ce que j'avais imaginé de la saison 2, c'était exactement ce qui se passait dans l'épisode 8. Donc bon, pas l'histoire de Boba Fett, pas l'histoire de l'hôtel, non. Mais pour moi, le Moff Gideon allait enlever le bébé, donc allait enlever Grogu à la fin de l'épisode 8, et c'est pendant la saison 3 qu'on allait s'intéresser aux retrouvailles de Mando et Grogu. Mais du coup, ça va se passer sur la fin de la saison. Et bon, c'est pas plus mal, hein, l'histoire avance vite. Après, à cause de ça, il va y avoir des petits raccourcis scénaristiques et un manque de développement de certains personnages. Bon, je reviendrai un petit peu là-dessus. Voilà, on va passer à l'épisode 7. Donc l'épisode 7, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Mando va aller chercher de l'aide toujours aux mêmes personnes, donc les mêmes que dans l'épisode 4. Et du coup, la shérif va libérer un ancien de la première saison, je sais plus dans quel épisode, etc. Donc quel contexte, aucune idée. Enfin bref, il va aider Mando à s'infiltrer dans la base entre guillemets pour savoir où est Moff Gideon parce que il est parti en hyperespace. Hein, quand il a enlevé Grogu. Beaucoup d'action dans cet épisode, plutôt cool. Franchement, il y a de la belle chorégraphie. C'était plutôt sympa à voir. Et puis il y a quelque chose à la fin où en gros, bon, là moi c'est ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que du coup Mando enlève son masque. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En gros, la personne qu'ils ont libérée pour s'infiltrer dans cette base de l'Empire, eh bien, il va reconnaître un de ses généraux pendant la guerre galactique. Et donc, il va dire, bah non, je peux pas aller voir au communicateur, entre guillemets, parce que il peut me reconnaître. Sauf que durant tout le long, tous les plans, clairement, on voit le général qui a l'œil sur le Mandalorian et puis ce personnage. Donc en gros, il l'avait largement reconnu avant. Donc voilà. Là-dessus, j'étais un peu sceptique parce que du coup, c'est Mando qui va aller au truc de communication, mais il faut qu'ils montrent leur visage. Du coup, il va enlever le casque et puis forcément, le petit général, il va venir et puis il va venir les embêter. Ah, nanana. En gros, il va venir leur parler. Du coup, on va retrouver Mando qui est impuissant finalement face à la situation parce qu'il se retrouve un peu à découvert et il sait pas quoi faire. Du coup, par rapport à ça, j'ai trouvé que ça allait pas forcément avec le personnage. Hein, on a toujours eu un personnage assez sûr de lui, etc. Et toujours capable de trouver une solution
même lorsqu'il était au plus bas de la pente. Et là, bah, je trouve que le scénario a un peu trop forcé sur le fait de le foutre au fond et qu'il se retrouve vraiment impuissant en mode je sais pas quoi faire. Je crois que ça collait plus trop avec le personnage, enfin avec l'idée que j'en avais. Ah, j'ai trouvé ça donc assez mal amené finalement et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va être cool parce que voilà, vous allez voir le visage de l'acteur. Enfin, il enlève son casque et du coup, il sait plus trop quoi faire. Du coup, parce que quand il n'est plus inscrit dans ses valeurs, il est plus inscrit dans ce qu'il est lui, dans ce qu'il pensait, etc. Il se retrouve vraiment pris au piège entre guillemets. Mais bon, après, l'épisode reste vraiment cool, je dis, hein, pas mal d'action, etc. Sur le moment, voilà, j'ai trouvé ça un peu nul. En réfléchissant petit à petit à l'épisode, ouais, bon, c'est comme ça qu'il aurait dû réagir entre guillemets quand il a enlevé son casque, forcément. Ensuite, du coup, on va passer au dernier épisode. Et là, euh, j'avais trouvé l'épisode 5 splendide, merveilleux. Je pense que cet épisode peut le battre. Et pour beaucoup d'entre vous, le battra à cause de ce qui se passe en fin d'épisode. Pour moi, il est un petit peu en dessous. Parce que sur les 45 minutes de l'épisode, il y en a 30 où c'est bien, voilà, enfin, c'est très très bien, hein, les 30, il y a de l'action, etc. Mais rien de grandiose. Même c'est pendant ces 30 minutes-là qu'en fait on va comprendre un petit peu ce qui va se passer et que bah, tu te dis, il va me manquer quelque chose sur un personnage en particulier. Donc en gros, Mando, Boba vont aller demander de l'aide à Bo-Katan, enfin aux trois Mandaloriennes qu'on a vus dans l'épisode 3. Donc elle va accepter parce que bah, elle peut récupérer le sabre noir en fait. Et ça elle y pense hein. Bon bah quand on l'a dit, il fait, enfin demande pourquoi en fait elle devrait aider Mando en fait. Donc bon, c'est un peu cafouillis ce début d'épisode par rapport à ce qui s'était passé dans l'épisode 3. Mais bref, ils arrivent, ils collaborent et puis ils arrivent à s'infiltrer donc dans le vaisseau de Moff Gideon. Le défaut de cet épisode, je trouve, c'est que c'est un épisode où on en apprend beaucoup sur le sabre noir. Pourquoi? Parce que Moff Gideon va dire que, en gros, pour pouvoir posséder le sabre, il faut battre celui qui l'avait avant. Donc si vous comprenez bien, c'est Moff Gideon qui avait le sabre, c'est Mando qui l'a et qui veut le donner à Bo-Katan pour lui donner finalement, parce que lui il en voit pas l'utilité. Et puis, hop, beaucoup de révélations. On récupère Mando, il y a un combat plutôt stylé entre Moff et puis Mando. Avant l'affrontement entre Din Djarin et puis le Moff, Jin va combattre un Dark Trooper. C'est là aussi dans cet épisode-là qu'on apprendra ce qu'ils sont. Et le Dark Trooper, juste pété, genre c'est vraiment l'ennemi qui a mis le plus de fil à retordre, je pense, à Mando. Et ouais, c'est mérité. Enfin, c'est un droïde plutôt coriace. Et j'espère on en retrouvera beaucoup dans le futur de la série en tout cas, et même de l'univers Star Wars, parce que c'est des ennemis qui sont qui deviennent sérieux en fait, et ça peut être cool d'en voir un peu plus. Donc à la fin, il y a Mando arrive à se débarrasser finalement de tous les autres parce qu'ils sont tous parce qu'il y a plein de Dark Troopers en fait qui sont réunis dans la cale et il y en a qu'un qui arrive à sortir pour combattre Mando. Les autres ils restent enfermés. Mando arrive à les éjecter dehors, etc. Donc il combat le Moff, etc. Il le bat, il récupère Grogu. Ils reviennent sur le pont où il y a Bo-Katan qui les attendent et puis les 3-4 autres personnages. Et puis donc t'as le Moff qui fait toutes ses révélations, notamment avec le sabre noir. Et derrière, qui c'est qui revient? C'est tous les Dark Troopers qui avaient été largués. Et là vient la question de se dire, Mando avec un seul à galérer, alors je vous dis pas avec une 20 ou 30 Dark Troopers à son cul, ce qui peut advenir des personnages. Et là, il y a quelqu'un qui arrive.
Voilà, un X-Wing qui apparaît, un sabre vert. Donc, deux options. Dans ces deux options, il y en a une qui se révèle être la bonne, exactement. Donc là, tous les Dark Troopers se font découper un par un par ce mystérieux Jedi qui arrive à la rescousse au dernier moment. Et puis qui arrive donc sur le pont petit à petit parce qu'il a tué tous les Dark Troopers. Et là, il enlève la capuche. Et évidemment, qui c'est qu'on voit? C'est Luke Skywalker. Donc il doit être là sûrement par rapport à l'appel de Grogu dans l'épisode 6. Je trouve que cette scène, donc elle me rappelle totalement le film Rogue One, où tu as Dark Vador qui arrive à la fin. Mais là, c'est Luke qui apparaît, donc en image de synthèse, hein, bien évidemment, parce que il est tout rajeuni. Hein, c'est le Luke à la fin de l'épisode 6, quasiment, ou 5, 6, 7 ans, 8 ans après, quoi. Je sais plus trop quand Mandalorian est compris dans la timeline. Et, eh bien, Luke va emmener Grogu avec lui à la fin de l'épisode. Qu'on a une scène vraiment touchante entre Mando qui enlève son masque pour montrer son vrai visage à Grogu, et puis un regard très très long entre les deux. Enfin, c'est vraiment une scène très très touchante à la fin. Et, euh, et du coup, Grogu va aller voir sa formation de Jedi. À la fin de cet épisode-là, donc il y a beaucoup de choses qui émergent. Qu'est-ce qui va se passer en saison 3? Est-ce qu'on verra Grogu? Bon, ça, je vous propose d'aller voir la vidéo sur l'hétéro de la saison 3 hein, pour découvrir ce que moi j'en pense. Et voilà, maintenant, vous savez un petit peu mon avis sur la saison, j'espère que je vous ai bien tout raconté. Oui, il y a une chose sur laquelle je suis pas revenu dans cet épisode 8, c'est d'en savoir plus sur Moff Gideon. Finalement, on ne sait rien de ce personnage, on ne sait pas comment il a récupéré le sabre, on ne sait rien. Et je trouve que c'est dommage dans cette saison 2 parce que personnellement, c'est là-dessus que je m'attendais à ce que tourne la saison. C'est un petit peu sur ce qui s'est passé entre Moff Gideon et puis les autres personnages par exemple. Parce que il me semble que le Moff et puis Mando se sont déjà rencontrés auparavant. Et je trouve ça bête de pas avoir mis plus d'explications parce que finalement le personnage reste encore avec beaucoup de points d'interrogation, on sait toujours pas qui c'est. Donc, peut-être que il sera au cœur même de la saison 3, on en apprendra un peu plus sur lui, peut-être. Et du coup, ce qui serait vraiment bien, parce que là, on a un méchant qui est introduit, mais finalement, on sait pas qui c'est. Et on sait pas à quoi il sert, on sait rien du tout. Et une autre chose aussi, c'est qu'il récupère le sang de Grogu. Donc certainement pour... je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que la série nous dit pas ce qu'il va faire avec le sang de Grogu. Donc une autre question, ça c'est les deux vraies questions qui restent encore un petit peu en suspens et qui auraient été vraiment intéressantes d'avoir abordées dans cette saison 2 plutôt que de les laisser pour la saison 3 par exemple parce que j'ai l'impression que c'est deux choses qu'on passera peut-être à côté. Je ne sais pas si on y reviendra, donc un peu dommage, sachant que il y a deux ou trois épisodes qui font qu'une demi-heure, je pense qu'il y avait largement de quoi rajouter 10 minutes de plus sur les trois épisodes pour rajouter un petit peu plus d'éléments d'intrigue sur le sang de Grogu et puis sur Moff Gideon. J'aurais aimé avoir un peu plus de Bo-Katan aussi, parce que je pensais vraiment qu'elle allait être plus importante dans la saison. Alors je dis pas qu'elle n'est pas importante, là elle est très importante, hein. Tout ce qu'elle entreprend, ça aide quand même Mando, mais je pensais qu'on allait beaucoup plus la voir à l'écran, et finalement en fait elle a le même traitement que dans The Clone Wars ou dans Rebels, c'est-à-dire qu'on la voit pas si souvent que ça, elle est là un épisode ou un arc, et puis elle part vers autre chose, faire de nouvelles missions. Du coup voilà, ça y est, je pense que vous savez tout ce que je pense sur cette saison 2. Une super saison pour une super série, franchement. De toute façon, si vous êtes là, j'ai envie de vous dire que je pense que vous avez vu les épisodes, si vous avez vu la série. Donc, pourquoi je vous la conseillerais maintenant? Bonne question. J'attends vos avis en commentaire. Je pourrais y répondre. C'est pareil, si vous voulez en parler sur Instagram, je suis disponible largement sur ce média. Donc allez-y, hein. Donc je rappelle, c'est en description. Il y a un compte jeux vidéo aussi, puis un compte pour l'ensemble des chaînes YouTube. Voilà, donc c'était les bêtises, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos critiques.